Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là en ce samedi après-midi pour cette table ronde consacrée au progrès dans les têtes. On est particulièrement heureux de recevoir Laurie Laufer et Serge Effez. Laurie Laufer, vous exercez la psychanalyse à Paris. Vous êtes directrice de l'Institut d'Humanité des Sciences et Sociétés, professeure à l'Université Paris-Cité. Vous avez publié notamment en 2022 Vers une psychanalyse émancipée. J'aime beaucoup ce sous-titre « Renouer avec la subversion ». Et on va tâcher justement de retrouver cette part subversive qu'a toujours eu la psychanalyse et que vous continuez justement à interroger, à la découverte. Et vous avez un nouvel ouvrage qui sort, Les héroïnes de la modernité. Là aussi, le sous-titre est très beau. Mauvaise fille et psychanalyse matérialiste. Serge Effez, bonjour. Vous êtes psychiatre et psychanalyste. Vous avez écrit de nombreux ouvrages et des ouvrages assez passionnants. Je citerai notamment Transition, réinventer le genre. Et on est à nouveau dans ce geste aussi de l'interrogation des préjugés, déconstruire aussi les idées reçues et créer, ce qu'on disait avant aussi, des points d'extériorité, faire dialoguer la psychanalyse avec d'autres champs, la sociologie, la littérature. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez écrit un ouvrage à deux, vous avez dialogué ensemble dans Question de genre, un dialogue entre Laurie Laufer et Serge Effez. Et ce qui m'intéresse notamment pour ouvrir ce débat, ouvrir ce dialogue, c'est à quel point tous les deux, vous partez d'abord et avant tout aussi de l'écoute de vos patients. Vous êtes des entendants. Vous écoutez et vous le dites, Serge Effez, dès le début de ce dialogue avec Laurie Laufer, c'est très intéressant. Ma position est depuis toujours celle d'un clinicien. Ce qui me permet de penser, d'évoluer, ce n'est pas tant de lire des textes que d'entendre des patients, d'observer ce qui se passe dans la société autour de moi et de repérer des changements, des interrogations et de m'en nourrir. Et quelques pages après, vous dites que justement le champ psychanalytique, c'est aussi le champ des possibles et des possibilités. En quoi la psychanalyse garde sa part subversive par justement, d'abord et avant tout, cette pratique du clinicien avant de la placer sur une pratique plus théorique. Bonjour, bonjour à tous et merci pour cette question. Parce qu'effectivement, ça m'est très précieux de penser la théorie et les théorisations à partir de la clinique et non pas d'essayer de plaquer ce qui peut se passer avec les patients, ce qui peut se passer dans la réalité à partir d'a priori théoriques. Alors, puisque vous m'y autorisez, parlons d'un patient. J'appelle toujours des patients effectivement à la rescousse, parce que ça date de la semaine dernière et je réfléchissais à ce dont on allait parler aujourd'hui, quel progrès dans les têtes, et je me demandais mais comment j'allais articuler cette notion de progrès avec la notion d'amélioration, de guérison, de soulagement des symptômes, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut considérer que ce sont des progrès ou pas. Et évidemment, une patiente qui avait entendu ce questionnement dans ma tête s'est assise et m'a dit « Docteur, vous allez être très fier de moi, j'ai fait des progrès incroyables depuis 15 jours. » Et cette patiente me raconte qu'elle a enfin réussi, après 3 ans de travail thérapeutique avec elle, à imposer à sa mère de ne pas lui téléphoner 3 fois par jour, mais de l'appeler une seule fois par jour. Et elle a réussi à lui imposer aussi que pendant les futures vacances, elle n'irait pas, comme toujours, avec son conjoint et ses enfants dans la maison de sa mère pour passer les vacances avec elle, mais qu'ils avaient décidé de passer des petites vacances en famille, tous les 4, loin de la mère et loin de sa mère, et que bizarrement, elle ne se sentait pas écrasée par la culpabilité qu'elle allait tuer sa mère si elle la privait de cette relation un peu symbiotique et fusionnelle qui faisait que, sans doute, elle avait commencé ce travail, même si elle ne se l'était pas formulé comme ça au départ. Et j'entendais aussi, dans ce qu'elle disait, « Docteur, vous allez être fier de moi ». C'est-à-dire qu'elle me situait, bien évidemment, dans cette dynamique de transformation, et elle était très fière de me rendre fier. C'est-à-dire qu'elle me disait bien que j'étais devenu, plus qu'un simple soignant, plus qu'un simple docteur, j'étais devenu un interlocuteur dans sa vie, et que cette démarche de me rendre fier, qu'on appelle le transfert d'une certaine façon, c'est-à-dire peut-être de jouer vis-à-vis d'elle ce rôle de père soutenant, de père encourageant, que bien évidemment elle n'a pas eu, puisqu'elle a eu un père qui l'a livré dans les mains de cette mère déprimée qui s'est accaparée cette fille et qui se l'est appropriée. Bref,
C'était une séance habituelle dans le bureau d'un psychanalyste. Une séance habituelle, c'est-à-dire quelque chose qui illustre que notre travail, c'est un peu comme un travail de brodeuse, vous voyez, de dentelière, c'est-à-dire qu'on recoue certains endroits, on en découd certains autres ensemble, et puis on retisse, on détisse, et puis il y a quelque chose d'autre. C'est pas des changements, c'est rarement des changements absolument considérables, des progrès absolument considérables, mais c'est un ensemble comme ça de petits gestes, de petites écoutes, de petites interventions, toujours dans la relation, dans cette très précieuse relation transférentielle qui amène à un changement, et un changement que cette patiente définit elle-même comme un progrès. Donc là, on est dans le huis clos, je dirais, de ce qu'est la psychanalyse la plus quotidienne, la plus habituelle, la plus banale presque, c'est-à-dire un peu ce théâtre familial, ce théâtre qu'on dit oedipien, avec un papa, une maman, des frères et sœurs, de la jalousie, des contraintes, et que voilà, les changements auxquels on arrive sont des changements à la fois minuscules et majeurs peut-être pour les personnes qui se confient à nous, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont se désaliéner d'une certaine façon, comment ils vont trouver une liberté, comment ils vont se défaire de liens qui les étouffent et qui les met dans des processus de répétition. Mais pour moi, la psychanalyse, ça n'est pas que ça. C'est ça et c'est aussi ça, mais c'est une façon de se placer dans la société, dans cette position fondamentale, justement, d'émancipation et de désaliénation. C'est-à-dire que ces progrès minuscules auxquels on arrive dans les séances avec papa, maman, mon frère, ma sœur, eh bien, ça n'a pas de sens si on ne situe pas ce mouvement d'émancipation et de désaliénation dans l'ensemble de la société dans laquelle nous sommes. Et je crois que Laurie et moi, ce qui nous intéresse dans la psychanalyse, c'est évidemment ce petit travail au quotidien, mais c'est aussi la façon dont on peut considérer la psychanalyse comme une entreprise de liberté, de désaliénation et d'émancipation dans la société. Et à cet égard, il ne s'agit pas juste d'amener une patiente à téléphoner une fois par semaine au lieu de 3 fois par jour à sa mère, mais il s'agit de lui faire retrouver sa capacité d'agir, sa capacité de se projeter, ce qu'on appelle l'agency ou l'empowerment. C'est des termes anglo-saxons qui me viennent, c'est-à-dire qu'elle puisse retrouver un pouvoir dans la société et un pouvoir de transformation dans la société dans laquelle elle est. Et à cet égard, et je termine là, la première question que je pose à mes patients, à la première séance où ils viennent, c'est pas de quoi souffrez-vous, mais c'est si vous imaginez que nous faisons un travail ensemble, comment est-ce que vous avez envie de vous représenter une fois ce travail terminé? Qui vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Essayez de faire ce travail d'anticipation. C'est-à-dire, en général, ils n'y arrivent pas, bien évidemment, c'est une question très difficile, mais c'est d'emblée les situer dans un mouvement et dans un mouvement actif par rapport à leur propre existence. Je peux associer sur... merci de cette invitation, merci Serge. Je vais revenir sur 2 choses que tu as pu là mettre en perspective et qui me paraissent tout à fait importantes. Il y a effectivement la psychanalyse comme un objet culturel, hein, ce que tu dis, sur le fait qu'avec un peu plus d'une centaine d'années d'invention, ce qui n'est pas beaucoup hein, pour une pratique, l'objet culturel psychanalyse a malgré tout diffusé, infusé dans le social. On récupère certains de ces mots. Donc ça, c'est un point sur lequel on peut revenir et sur lequel on peut effectivement débattre autour de l'épistémologie même de cet objet culturel. Mais je voudrais revenir sur ce que tu as évoqué et qui me paraît tout à fait important, sur les premiers ressorts, les premiers leviers de l'invention freudienne. On a souvent dit que c'était les femmes qui avaient inventé la psychanalyse. Pourquoi on dit ça? Parce que Freud, au départ, a écouté ce qu'on appelait à l'époque des femmes hystériques, parce qu'elles souffraient de symptômes somatiques qui étaient inexpliqués, qui n'étaient pas organiques. Et donc l'hypothèse de Freud, c'est de considérer qu'elles souffraient aussi, bien sûr, il y avait une vraie souffrance organique, mais ces souffrances étaient dues essentiellement, pour lui, à cette époque, de fantasmes.
Et donc, il a commencé à travailler sur ce lien, cette conversion, comme il disait, cette conversion somatique en troubles psychiques. Alors, ce qui m'intéresse ça, c'est pas forcément déplier ça, mais ce qui m'intéresse dans ce moment-là de l'histoire, de l'origine, si je puis dire, de la pratique, c'est l'histoire de, je crois, Elisabeth von Henn qui parle à Freud de ses souffrances gastriques, de ses souffrances. Voilà, elle a des mots somatiques. Et Freud lui demande, mais d'où ça vient ? À quel moment c'est apparu ? Et il lui fait, quand il l'écoute, il lui dit, enfin quand il lui parle aussi beaucoup en disant, voilà, peut-être que c'est ça, peut-être. Il a beaucoup de choses à lui dire et beaucoup de choses à interpréter sur ses symptômes. Et à un moment, il lui dit, écoutez, vous allez faire vos petits devoirs du soir, jusqu'à la prochaine séance, et vous allez réfléchir sur les raisons pour lesquelles ces symptômes apparaissent. Et là, cette patiente lui dit, écoutez, arrêtez de me raconter des histoires, arrêtez de me parler, de façon un peu sèche, elle lui dit, arrêtez de me parler, j'ai plein de choses à vous dire parce que c'est moi qui connais mon histoire. Et là, Freud inverse complètement le dispositif qui était en cours à l'époque, c'est-à-dire c'est le médecin qui sait ce que la patiente a comme souffrance, et là, elle inverse le dispositif en disant « c'est moi qui sais quelque chose sur mon histoire et vous allez m'écouter ». Donc c'était tout à fait intéressant comme façon de renverser le dispositif, et Freud dit « j'y consens ». Pour une fois qu'un homme consent à quelque chose, en tout cas un médecin de l'époque. Et donc ça a été, c'est pour ça que j'insiste un petit peu là-dessus, ça a été un des points vraiment des leviers princeps de l'invention de la psychanalyse, qui a rompu avec la pratique de la psychiatrie de l'époque de Freud, avec la pratique de la psychologie de l'époque de Freud. Donc ça, c'est en cela que cette méthode, parce que la psychanalyse, c'est à la fois une méthode, une théorie et une pratique. Et c'est d'ailleurs assez spécifique, puisque cette théorie analytique est aussi simultanément une façon de pratiquer la psychanalyse, enfin en tout cas ce soin-là. Donc ça c'est, je crois, un point tout à fait important. Et juste pour terminer, avant de reprendre le débat, ce qui a intéressé Freud au départ, quand la patiente de Serge vient la voir en disant « Vous savez, vous allez être fiers, j'ai fait beaucoup de progrès ». Ce qui a intéressé Freud, c'est que, très bien, il y a du progrès dans les 15 premiers jours, premiers mois, peut-être même première année, et puis l'interrogation que Freud se pose à un moment donné, c'est pourquoi le patient ou la patiente, en l'occurrence, et là je vais mettre des guillemets, régresse. C'est-à-dire qu'en fait, ces progrès, tout d'un coup, ne tiennent pas. Il y a quelque chose, Serge en a un peu parlé, il y a quelque chose de l'ordre de la répétition, quelque chose qui revient dans le transfert, qui s'actualise, comme on dit, dans le transfert. Et en fait, c'est ça que Freud pose comme question. Ça n'est pas tellement la question du bien, du bien-être, du mieux-être, mais c'est la question de ce qu'il va appeler l'éros. L'éros, c'est l'élan vital. Et une des questions cliniques que pose Freud, c'est entre éros, c'est-à-dire l'élan vital, qui n'est pas exactement la même chose que le bien ou que le bien-être. C'est pas la même chose, parce qu'on peut se sentir bien et pas être très bien en fait. Alors, bien en un mot et en deux mots, très mal. Bon, ouais. Donc il y a cette question du bien. Et il y a cette question de cet élan vital. Et une des questions cliniques de Freud, c'est de dire qui peut prédire le combat entre éros, c'est-à-dire les pulsions de vie, et thanatos, c'est-à-dire les pulsions de destruction, les pulsions de mort. Et ça, je crois que c'est une orientation clinique qui pour nous est assez importante, me semble-t-il. C'est-à-dire, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Freud, dans les années 38, enfin dans l'année 38, dans son dernier bouquin, dit, la phrase exacte, c'est on se trouve dans une époque bien étrange où il faut constater que le progrès s'allie à la barbarie.
On est en 1938. On pourrait être aujourd'hui, par exemple. Oui. Voilà. Donc le principe freudien, au départ, c'est entre Eros et Thanatos, qui peut prévoir l'issue du combat pour une personne même, c'est pas simplement une question géopolitique du tout, hein, c'est pas son affaire, quoi. Ce même Freud qui nous dit dans Malaise dans la civilisation, la question du sort de l'espèce humaine me semble se poser ainsi. Le progrès de la civilisation saura-t-il et dans quelle mesure dominer les perturbations apportées à la vie en commun par les pulsions humaines d'agression et d'autodestruction? C'était pas un grand optimiste, Freud, justement, parce que cette écoute de l'autre, cette écoute des divans, cette écoute de tout ce flot de pensées, de sensations, de peurs qui traversent l'esprit humain, justement, lui paraissait bien souvent se resituer sur le plan de l'autodestruction, l'autodestructivité et de la répétition. Et que tout élan de progrès, si on reparle de ce qui se passe en minuscule avec les patients, c'est-à-dire le moment où ça commence à aller mieux, est toujours menacé de retomber dans cette autodestructivité et dans cette annulation de ces mouvements. Pourquoi ? Sans doute parce que tout ça, c'est difficile de quitter l'enfance. C'est-à-dire que la psychanalyse, c'est une histoire de sortie de l'enfance. La psychanalyse, c'est l'histoire de retrouver l'enfant terrorisé qu'on a été, l'enfant angoissé, l'enfant qui avait peur de la séparation, qui avait peur de ne pas être aimé, qui avait peur de ne pas être reconnu, qui ne trouvait pas l'interlocuteur idéal pour lui, qui allait combler tous ses désirs, tous ses besoins, toutes ses pulsions, toutes ses envies, et donc d'être toujours menacé. Et que l'œuvre de l'éducation et de la civilisation, c'est de le faire sortir, grâce à l'amour, grâce au lien, de le faire sortir de cette terreur. Mais on voit à quel point on est toujours prêt à y retomber. Et comment, et ça c'est à la fois dans Malaise dans la civilisation et dans d'autres livres, que Freud étudie le fait que à quel point nous avons besoin de nous référer à un leader tout-puissant, quelqu'un sur qui nous allons projeter notre incomplétude, sur qui nous allons projeter nos peurs, sur qui nous allons projeter notre angoisse, pour pouvoir nous ligoter à sa puissance et à son bon vouloir. C'est-à-dire comment, dans les moments d'amélioration, dans les moments de civilisation, les hommes sont prêts, les hommes, les femmes, bien sûr, les foules sont prêtes à s'en remettre au personnage du tyran. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis est quand même la chose la plus spectaculaire qu'on puisse voir par rapport à ça, quand on voit ce qu'était l'Amérique il y a 3 semaines et ce qu'elle est en train de devenir, en se livrant pieds et poings liés à un tyran paranoïaque, eh bien, de voir à quel point les foules sont prêtes, et c'est dans Psychologie des foules d'ailleurs que Freud le développe, à quel point les foules sont prêtes à abandonner leur propre processus de réflexion, d'autonomie, d'émancipation, pour revenir à cet état de servitude. Je voulais revenir avec cette notion aussi de dialogue qui est présent dans Question de genre. Et Laurie Lofer, à quel point vers une psychanalyse émancipée, renouée avec la subversion, pour que la psychanalyse aussi se renouvelle, se déconstruise, change, mute, vous la faites dialoguer avec d'autres textes. Et vous parlez notamment de Michel Foucault et de son texte La volonté de savoir, et vous montrez comment aussi le champ sociologique, le champ philosophique va venir heurter, va venir bousculer la psychanalyse. Je voulais vous faire entendre la voix de Jean Alouche, qui avait dit la psychanalyse sera foucaldienne ou ne sera pas. Et dans cet extrait, Jean Alouche se demande comment on transmet la psychanalyse, et il s'interroge sur ce qu'on est capable de prévoir ou pas. On va entendre la voix de Jean Alouche et je vous poserai ma question juste après. Si vous me demandez comment se transmet la psychanalyse, je vous répondrai par des anecdotes. Je crois que c'est parce que Freud a écrit des cas cliniques qui ressemblaient à des romans,
que d'autres personnes sont venues le voir et que petit à petit, les choses se sont montées comme ça. Pour moi, concernant Lacan, il y a une anecdote qui ne le concerne pas directement, mais qui dit, à mon avis, le fond de sa position. C'était donc en 1947, quand Artaud fait sa conférence au Vieux-Colombier. Dans le hall, après la conférence, Gide prend sa cape, comme ça, la jette en arrière et dit, comme ça, à la cantonade, assez fort, nous sommes tous des gens foutres. Et je pense que le fond de la position de Lacan vis-à-vis de la folie, c'est ça, c'est que nous sommes tous des gens foutres. À partir de là, c'est effectivement plutôt l'anecdote qui fonctionne que la transmission de la théorie. Et l'avenir L'avenir n'est pas prévisible. Si vous considérez qu'il y a eu transmission de Freud à Lacan, plutôt de Lacan à Freud, d'une certaine façon, si vous considérez qu'il y a eu transmission, ce ne c'est jamais ce qu'on prévoit comme susceptible de transmettre qui transmet quoi que ce soit. Ça a été... Lacan n'était pas prévu par Freud. Quand Jean Alouche dit justement l'avenir n'est pas prévisible, c'est aussi une manière d'ouvrir le champ des possibles et de laisser dialoguer autre chose avec cette part aussi de l'inconscient et de ce qui travaille aussi en nous. Oui, absolument. Ça me fait très plaisir d'entendre la voix de Jean Alouche, qui était un ami et un psychanalyste que je crois très important dans la théorisation de la psychanalyse. Vous parliez de Michel Foucault. Ce qui est intéressant avec Michel Foucault, qui s'est beaucoup intéressé à la psychanalyse, qui était lui-même psychologue. On oublie souvent de dire qu'il a pratiqué lui-même des tests projectifs de Rorschach, etc. Donc il connaît bien les textes de Freud, moins les textes de Lacan, mais parce qu'il en était le contemporain, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Ce qui m'a intéressé dans la lecture de Michel Foucault, c'est que d'abord Michel Foucault reconnaît, d'ailleurs il dit ça dans son ouvrage L'histoire de la folie à l'âge classique, il reconnaît chez Freud, il dit il faut être juste avec Freud. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu ou reconnu, ou en tout cas retenu que Michel Foucault était très critique vis-à-vis de la psychanalyse. Mais il n'a pas toujours été critique vis-à-vis de la psychanalyse. Il dit il faut être juste avec Freud. Et Foucault reconnaît chez Freud deux gestes épistémologiques de rupture qui sont évidemment des gestes très importants. Un geste de rupture concernant la folie, c'est-à-dire que Foucault reconnaît que Freud a réintégré le dialogue avec la folie à une époque où la psychologie positiviste, qui était considérée comme progressiste, voulait évacuer tout ce qui était folie, délire. Donc ça, il y a un point qui est évidemment très important. Et le deuxième geste de rupture que Foucault reconnaît chez Freud, c'est une rupture avec ce qu'on appelait à l'époque de la psychiatrie du 19e, les théories de la dégénérescence, c'est-à-dire des modes plutôt héréditaires de transmission de ce qu'on appelait les tares névropathiques ou les tares héréditaires. Ça relève de la psychiatrie, je laisserai peut-être Serge en parler. Et donc à ce moment-là, Foucault reconnaît ça chez Freud en disant, Freud a mis en perspective, alors je ne sais pas si on peut appeler ça du progrès, mais en tout cas l'idée qu'il y a un déterminisme inconscient. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités. Ce n'est pas simplement du déterminisme social, ce n'est pas simplement du déterminisme héréditaire. Il y a un déterminisme inconscient qui fait qu'à un moment donné, le sujet, l'individu, peut faire des choix. Alors c'est bizarre de dire des choix inconscients, puisque ça paraît créer une tension entre ce qui est de l'ordre d'une volonté et ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Mais Freud, précisément, met en perspective l'idée que le sujet que l'individu peut faire des choix inconscients qui le sortent d'une certaine façon, ce que disait Serge tout à l'heure, des formes d'aliénation, des formes d'entrave, et je me répète un peu par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt du côté des forces de vie. Ça, c'est un point. Alors, je ne sais pas si c'est une émancipation. En tout cas, si on parle d'émancipation comme étant sortir d'une tutelle, ce qui est l'étymologie, je crois, sortir d'une tutelle de quelqu'un, de la mainmise de quelqu'un sur soi, eh bien, en tout cas, Freud y croit. Donc, je crois que ça, c'est un point que Foucault reprend. Une des critiques, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais une des critiques essentielles que Foucault produit autour de la psychanalyse, ou plutôt des Freudiens, plutôt que de Freud,
c'est tout ce qui va concerner la question des sexualités, c'est-à-dire de la normalisation du dispositif de sexualité. Bon, on est dans les années 70, on est post-68, on est plutôt sur des modes de subjectivité dite de libération sexuelle. Donc Foucault s'inscrit aussi dans ce contexte-là. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier le contexte dans lequel tous ces écrits théoriques émergent aussi. Tout à fait. Et enfin, ce qui continue d'être pour moi, mais pour toi aussi, je crois, un émerveillement à la lecture de Freud, c'est justement ce double positionnement dans lequel il est. Il est un homme de son temps, il est un homme de son siècle, il est un homme qui fait partie d'une société patriarcale. Et il arrive à un moment, au tournant du XXe siècle, où justement ce patriarcat commence à s'effriter un petit peu. La place des pères dans la société est remise en question. La transcendance de l'autorité paternelle dans la société, dans la famille, est en train d'être mise en brèche. Et donc, cette répartition très traditionnelle des positions complémentaires des hommes et des femmes, des pères et des mères dans la famille qu'on retrouve dans ce fameux complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe, ça nous dit quoi en gros? Ça nous dit que les mamans, elles sont prises dans une relation fusionnelle avec leur enfant et que c'est une relation délétère si justement, comme pour ma patiente tout à l'heure, elle n'arrive pas à le laisser se libérer et que le papa, avec son grand pénis, son grand glaive, va venir couper cette relation fusionnelle pour permettre à ses enfants, et en particulier à ses fils, d'entrer dans la culture, dans le progrès, dans le monde civilisé. C'est la vision la plus patriarcale que l'on puisse imaginer de la famille et de la société d'où découle cette famille. Et cela, je dirais que les psychanalystes, encore aujourd'hui, parce que il y a à boire et à manger chez les psychanalystes, vous avez pu le remarquer, et que beaucoup de psychanalystes, au fond, sont dans la nostalgie de ce petit théâtre viennois, de ce qu'est la famille et de ce qu'est la place normale des uns et des autres, des hommes et des femmes dans la famille. Et puis il y a d'autres choses chez Freud qui sont émerveillantes quand il parle de la bisexualité psychique, et que là, il y va. C'est-à-dire qu'il sort des phrases qui est que il n'y a aucune raison logique à ce que les hommes et les femmes soient différents. Il n'y a aucune raison logique à considérer, par exemple, que l'homosexualité n'est pas une voie normale de vivre sa vie et sa sexualité dans la société. Que les concepts d'hommes et de femmes, sur le plan inconscient, ça ne signifie rien. Ça n'a pas de sens. Et que tout cela, finalement, alors c'est moi qui le rajoute, tout cela ne sont que des habillages culturels que l'on va faire par rapport à des personnes dont l'inconscient héberge la totalité de l'être, la totalité de ce que c'est qu'être homme et ce que c'est qu'être femme. Or, je crois que la plus grande révolution sur le plan psychique que nous vivons depuis un siècle, c'est cette révolution du genre. C'est-à-dire le fait qu'on ne considère plus qu'il y a des psychologies masculines, des psychologies féminines, des destins féminins, des destins masculins, mais que cela se conjugue dans une beaucoup plus grande fluidité et que tous les hommes et toutes les femmes hébergent de l'homme et de la femme en eux et que l'éducation nous procède beaucoup plus par amputation que par acquis. C'est-à-dire qu'à partir de cet être un peu sans doute un peu total que nous sommes à la naissance, eh bien, on ampute des capacités chez les unes et chez les uns pour rentrer, pour se conformer à des destins masculins et féminins. Et aujourd'hui, il me semble que ce qui différencie beaucoup de positions de psychanalystes, c'est jusqu'à quel point, justement, et peut-être dans la lignée de Freud, le masculin et le féminin sont des apprentissages, sont des performances, etc., qui n'entament pas l'entièreté de l'être. Là, un point par rapport à ce que dit Serge qui me paraît tout à fait essentiel. C'est Jacques Lacan qui résume la pensée de Freud quand il dit en 1974, donc on est toujours dans cette période, la volonté de savoir c'est 1976, donc on est vraiment à un moment politique de la sexualité, si je puis dire. C'est Jacques Lacan qui, pour résumer Freud, dit la pensée de Freud, c'est il y a des normes sociales
faute de toute norme sexuelle. Alors, évidemment, ce que pose Lacan à ce moment-là, et ça rejoint peut-être l'archive que vous avez fait écouter de Jean Alouche, c'est-à-dire qu'en fait, ce que cela dit, de dire que la pensée de Freud, c'est il y a des normes sociales faute de toute norme sexuelle, c'est ce que tu rappelles par rapport à la question de la bisexualité psychique, etc., c'est qu'en fait, revient à la responsabilité du praticien, du psychanalyste, de la psychanalyste, justement, de s'interroger sur ce qu'il véhicule lui-même comme type de norme sociale. C'est-à-dire que si la pratique, c'est de dire il n'y a pas de normes sexuelles et donc il y a des normes sociales, comment on va, en tant que praticien, en tant que psychiatre, en tant que psychanalyste, en tant que psychologue, comment on va se situer par rapport à ça? Et en fait, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles Freud disait que le métier de psychanalyste est impossible, parce qu'on ne peut pas totalement se débarrasser des normes qui nous constituent nous-mêmes en tant que citoyenne, en tant que femme, et en tant que praticienne. Donc il y a sans cesse un travail, et c'est ça que j'appelle psychanalyse émancipée, c'est-à-dire c'est une émancipation, non pas une psychanalyse qui permet une émancipation du sujet, mais une psychanalyse qui serait émancipée des propres dogmes qui l'enferment, des propres types de normalisation. Mais en fait, c'est extrêmement compliqué, puisque ça veut dire... Je pense que c'est tout à fait valable aussi pour tout type de pratiques qui sont en lien avec la question du corps, qui sont en lien... Dieu sait si la question du corps des femmes est un objet, est un enjeu politique aussi extrêmement important. Donc la question des transitions, donc tout ça ne se fait pas sans des formes de normalisation dans lesquelles chaque praticien se trouve. Donc s'interroger, j'ose pas dire déconstruire, mais en fait quand on parle aussi, on a aussi des formes de normativité, on produit aussi des normes. Donc en fait il faudrait à chaque fois effacer ce qu'on est en train de... Donc à chaque progrès il faudrait effacer le pas qu'on est en train de faire sur le sol, ce qui est très compliqué. D'où effectivement cette nécessité que nous avons de faire des pas de côté, c'est-à-dire aller chercher ailleurs aussi, et ne pas se référer qu'à Freud. Par exemple, sur cette question, aujourd'hui, cette question du désir, disons. Alors c'est vrai que la lecture de Freud nous amène à voir le désir en termes de manque et de castration, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme ça qu'il a conçu que le désir vient du manque, en fait. Ce qui est totalement battu en brèche par Deleuze et Guattari, par exemple, dans tous leurs ouvrages, où pour eux, il y a un désir qui ne se justifie que de lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin du manque et de la castration pour désirer. Le désir, il vient d'une multitude de connexions, de rhizomes, de plateaux qui nous relient les uns aux autres et qui font émerger le désir à partir de ce foisonnement, disons. Et on voit bien que ce qui se joue aujourd'hui, et ce n'est pas étonnant si les théoriciens du genre, etc., se réfèrent bien davantage à Deleuze et Guattari et à Foucault qu'à Freud, bien que Judith Butler se réfère énormément à Freud dans ses écrits et surtout à Lacan, c'est que la vision, la conception, la conceptualisation du plaisir et du désir est beaucoup plus proche de l'inventivité, de l'exultation des corps qui se mettent en relation, qui se connectent les uns avec les autres. Et qu'au fond, elle est beaucoup moins aliénée, l'expression du désir est beaucoup moins aliénée au fantasme, comme il l'est chez Freud, qui est quelque chose qui, au fond, depuis l'enfance, nous enferme dans des scénarios un petit peu répétitifs. Moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, comme psychanalyste, ce n'est pas tellement comment je vais choisir entre Freud et Guattari, mais c'est comment je vais les faire coexister à l'intérieur de moi. On a, Laurie et moi, un ami qui est prof qui s'appelle Tami Ayouch et qui a beaucoup réfléchi à ça, c'est-à-dire comment faire coexister en nous, comme praticiens, des affiliations théoriques très hétérogènes et très différentes, mais plutôt que de s'exclure l'une l'autre, vont s'enrichir. Je voulais vous faire écouter justement pour vous faire réagir. Vous parliez du corps, Serge Effez. On va entendre la voix de Michel Foucault dans une archive où on sent à quel point elle est teintée aussi de psychanalyse, mais
il fait aussi un formidable éloge aussi du corps. Il essaie de répondre à cette question infinie. C'est quoi faire l'amour? On va entendre la réponse de Michel Foucault, c'est assez beau. Faire l'amour, c'est sentir son corps se refermer sur soi, c'est enfin exister hors de toute utopie, avec toute sa densité, entre les mains de l'autre, sous les doigts de l'autre qui vous parcourt. Toutes les parts invisibles de votre corps se mettent à exister. Contre les lèvres de l'autre, les vôtres deviennent sensibles. Devant ses yeux mi-clos, votre visage acquiert une certitude. Il y a un regard, enfin, pour voir vos paupières fermées. L'amour, lui aussi, comme le miroir et comme la mort, il apaise l'utopie de votre corps, il la fait taire, il la calme, il l'enferme comme dans une boîte, il la clôt et il la scelle. C'est pourquoi il est si proche parent de l'illusion du miroir et de la menace de la mort. Et si malgré ces deux figures périlleuses qui l'entourent, on aime tant faire l'amour, c'est parce que dans l'amour, le corps est ici. Laurie Lefèvre, dans l'amour, le corps est ici. Vous parliez évidemment d'Eros et Thanatos. Je ne sais pas comment je vais répondre à cette question. Dans l'amour, le corps est ici. Bon, écoutez, c'est une très belle proposition de Michel Foucault, mais ce qui est intéressant par rapport à ce qui a été dit précédemment, que vous avez évoqué, pourquoi certains psychanalystes s'intéressent à des philosophes qui ont critiqué la psychanalyse. Par exemple, Foucault, quand on l'entend dire ça, il n'est pas du tout question, et là peut-être que c'est un point de désaccord, en tout cas de débat avec Serge, il n'est pas du tout question de revenir à la mythologie oedipienne, par exemple. Pas du tout. Il sort tout ce qui est de l'ordre de la famille. Il dit Oedipe, pour moi, c'est la pièce de Sophocle, Oedipe, c'est une pièce sur le pouvoir. C'est pas du tout une pièce qui, Oedipe, chez les Grecs, n'a pas d'inconscient. L'inconscient, c'est beaucoup plus tardif que chez les Grecs. Et Foucault le dit, donc ça aussi, c'est intéressant. Et pourquoi j'insiste un petit peu là-dessus? Parce que ça revient précisément à certaines critiques, aux critiques qui ont été émises à propos, enfin, à l'endroit de la psychanalyse, notamment, tu parlais des théoriciens queer ou d'autres, ça a commencé par Foucault et puis ensuite Butler et d'autres encore. Quelles ont été les grandes critiques faites à la psychanalyse en tant qu'objet culturel de pratique, j'ai parlé de Foucault et de la normalisation, mais il y a eu donc la question de la biologisation de la différence des sexes. Ça a été une des grandes critiques. Une autre critique qui est celle de l'anhistoricisation, c'est-à-dire comme si les concepts analytiques, Oedipe, la différence des sexes, d'autres, étaient de tout temps. Mais en fait, ça, c'est une critique qu'on peut entendre. Une troisième, puisqu'en fait, ce n'est pas le cas. Quand tu travailles avec des historiens de l'Antiquité, je pense notamment à Sandra Beringer, qui a travaillé sur la sexualité antique, la sexualité n'avait pas de catégorie dans l'Antiquité. Les catégories dans l'Antiquité, c'était des catégories sociales, de statut social. La question n'était pas est-ce qu'on est un homme ou est-ce qu'on est une femme, qui est une catégorie plutôt assez récente, mais la question dans l'Antiquité, c'était est-ce qu'on est esclave ou est-ce qu'on est libre, ou est-ce qu'on est un citoyen? Ce n'est pas du tout les mêmes types de catégories. Et la question de la catégorisation, elle est en fait assez récente, c'est-à-dire c'est en cela que Foucault nous intéresse quand on le lit, c'est-à-dire que c'est au moment fin 18e, début 19e, dans l'Europe pré-industrielle et qui commence son industrialisation, où on a commencé à tout catégoriser, tout mesurer, parce que le corps, je reviens sur le corps et je te laisse la parole, parce que le corps à ce moment-là devient un objet de production et de reproduction. Donc on a besoin, en fin 18e et tout le long du 19e, de construire un corps qui soit sain, un corps productif. C'est d'ailleurs ce que Foucault va appeler la biopolitique, la politique du bios, du vivant, où là, il y a toutes les technologies de normalisation qui vont aller avec ce corps dressable. On a besoin de dresser des corps parce que les corps, ce sont les outils de production et de reproduction, bien sûr. Et que le coït hétérosexuel, dans la position du missionnaire si possible, représente l'architecture même de la société et les positionnements
des hommes et des femmes dans la société. C'est pour ça que les normes sexuelles, à ce moment-là, se corsettent de plus en plus autour de cette image extrêmement parlante de cette forme de coït hétérosexuel. Il y a un grand médecin viennois de l'époque de Freud qui s'appelle Krafft Ebing et qui publie des énormes encyclopédies sur toutes les aberrations du comportement sexuel. Et tout est aberrant dans le comportement sexuel, y compris les préliminaires, y compris un coït hétérosexuel, mais qui ne serait pas fait dans la position du missionnaire, mais avec d'autres positions beaucoup plus sataniques, par exemple où la femme s'assiérait sur l'homme. Là, ça serait évidemment une domination absolument impensable. Bref, tout doit s'articuler autour de cela, et s'articuler donc autour du fait que les femmes et les hommes entrent dans des chaînes signifiantes très importantes sur le plan social, qui se traduisent sur le plan sexuel, qui sont phalliques, puissants, pénétrants, éventuellement sadiques et ayant le pouvoir. Et les femmes rentrent dans des chaînes signifiantes, pénétrées, soumises, passives, en attente, etc., etc. C'est-à-dire toutes les caractéristiques qu'on attribue au masculin et au féminin. Et toute la sexualité, pendant très longtemps, va être corsetée par cette vision de l'activité-passivité, pénétrant, pénétré. Or, ce qu'apporte Foucault par rapport à ça, c'est de dégénitaliser le plaisir, c'est de dégénitaliser la sexualité elle-même. C'est-à-dire qu'il met de côté toutes les représentations liées à la pénétration pour situer le corps comme étant un corps de plaisir et d'invention. Et il va dire, par exemple, chaque pore de la peau peut être un vagin chez un homme, et qu'il peut ressentir ce plaisir au niveau de tous les espaces de son corps. Et ça, évidemment, les théoriciens queer vont reprendre ces notions-là, puisque que nous apprennent les nouveaux usages des plaisirs aujourd'hui? Eh bien, c'est que les corps eux-mêmes se sont transformés, que vous avez une possibilité d'architecture corporelle très différente de celle qui existait jusque-là. Autrement dit, le fait de sortir de la binarité homme-femme dans le champ social et dans le champ des corps fait surgir une multitude de scénarios érotiques et d'usage des corps. Preciado, dans son dernier livre, Je suis un monstre qui vous parle. Non, l'autre, Mundi Opéra. Enfin bon, bref, peu importe. Dysphoria Mundi. Voilà. Donc, Preciado est un homme trans et il rencontre une femme trans et ils ont une attirance l'un pour l'autre et il raconte en termes très pudiques leur relation sexuelle. Et il dit ce qui se jouait entre nous n'avait plus rien à voir avec une scénographie hétérosexuelle ou homosexuelle, pénétrante ou pénétrée, dominante ou dominée, reproductive ou non reproductive. On a inventé ensemble un scénario qui transcende toutes ces catégories. Je vous propose de l'écouter justement. Paul B. Preciado, c'était à l'occasion de l'apparition de Je suis un monstre qui vous parle. Et c'est très intéressant parce qu'il fait écho aussi à l'idée de série plutôt de catégorie. Vous demandez aussi dans le dialogue sur le genre, ne vaut-il pas mieux penser en série plutôt qu'en catégorie justement pour proposer une émancipation, une subversion? Et Paul B. Preciado, dans l'archive qu'on va entendre, nous parle de cette notion aussi qui renvoie à ce que vous venez de dire d'hybridité. On va l'entendre. Je ne crois qu'il y a l'hybridité. En fait, je crois que la liberté est dans l'hybridité. La séparation des genres, c'est lié à la taxonomie, c'est la classification, c'est l'ordre. Donc oui, je crois à l'hybridité. Mais comment historiquement on a été tellement formé en fait pour séparer, c'est vrai que ça constitue vraiment un exercice quasi acrobatique en fait d'essayer de mixer en fait. Ouais.
Quand on pense à hybridité, on pense aussi aux créatures hybrides mythologiques. Vous avez publié la conférence que vous aviez donnée en novembre 2019 devant 3500 psychanalystes réunis par l'école de la cause freudienne sous le titre « Je suis un monstre qui vous parle », conférence où vous reveniez notamment sur votre expérience du divan. On va y revenir au divan. Lorsqu'on arrive à s'affranchir intellectuellement, physiquement du déterminisme imposé par autrui, est-ce qu'on s'en affranchit totalement ou est-ce qu'on garde toujours quelques vestiges de ce qu'on nous a fait intégrer ? On ne peut jamais s'affranchir totalement. C'est-à-dire la liberté est une pratique, est un processus. Il y a un exercice aussi. Oui, c'est un exercice, exactement. C'est une pratique, un exercice. C'est pas quelque chose, en fait, ni quelque chose qui vous appartient de manière naturelle, ni un état permanent. La liberté, c'est un exercice constant. Donc, il faut encore davantage, en fait, dans une société où les régimes des représentations étaient un régime patriarcal, hétéronormatif, binaire et capitaliste. Donc tout l'ensemble en fait fait que vous pouvez jamais vous affranchir totalement. Mais par contre en fait ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas la peine en fait de lutter ou d'exercer une force antagoniste. Bien au contraire. Serge Effès, cette idée justement où Laurie Lefebvre d'hybridité elle est intéressante, et quand Paul B. Preciado parle de la liberté comme une pratique ou comme un exercice constant, moi je pense aussi, et ça renvoie à ce qu'on disait au début de notre entretien sur en fait la pratique clinicienne qui est une tentative d'affranchissement aussi des normes, de casser justement les catégories, c'est justement cet exercice constant-là. Oui, je voudrais revenir à la question de la subversion. C'est-à-dire que pourquoi en fait il y a à chaque moment un mouvement de désordre, parce que d'une certaine façon la psychanalyse, comme l'a dit Serge là, avec toutes ces configurations possibles dans la sexualité ou dans les pratiques sexuelles, mais dans d'autres configurations, ça met du désordre normatif, du désordre en lien avec un ordre social qui est rangé, comme on a entendu, qui a des catégories, etc. Bon, donc il est vrai que cette pratique de la liberté, alors nous, enfin je dis nous, mais dans nos pratiques respectives, on a affaire à un cas, on a affaire à une personne. Enfin, moi, je ne suis pas du tout militante politique par rapport à ça. Je reçois des personnes qui souffrent, qui ont besoin de se désentraver d'un certain nombre de choses qui les enferment. Et donc la question, je ne sais pas si c'est de l'ordre du progrès, mais c'est ça un exercice de liberté. Je parlais vous avez évoqué Jean Alouche. Dans un de ses livres, Jean Alouche donne l'exemple d'une amie à lui qui lui raconte une histoire en disant voilà, j'ai raté des concours et donc c'était les concours de l'école normale et supérieure, et donc j'ai dû arrêter et j'ai dû commencer à travailler. Et alors que moi, ce qui m'intéressait, dit cette amie à Jean Alouche, c'était de faire de l'enseignement, etc., etc. Bref, donc elle lui raconte que elle va travailler dans une banque, elle s'ennuie beaucoup, et lors de son premier salaire, elle va dans un magasin et elle s'achète un énorme stylo Montblanc. Alors Jean Alouche dit, on voit tout de suite les psychanalystes classiques qui auraient fait des interprétations sur l'énorme stylo Montblanc. Bref. Donc évidemment, il fait un pas de côté par rapport à ça. Et donc cette jeune femme continue de lui parler en disant, voilà, j'ai acheté mon stylo Montblanc et je vais voir mon père, dit-elle, qui me dit, alors même qu'elle pensait se faire engueuler, et qui lui dit, je te souhaite toute ta vie de pouvoir t'acheter ça. Je te souhaite toute ta vie je te souhaite le long de ta vie de pouvoir t'acheter ça, de pouvoir risquer ça. Et ça, c'est quoi ? C'est une vie sans principe de précaution. Voilà, pour le dire comme ça. Une vie sans principe de précaution, c'est-à-dire une vie qui prend des risques, en fait. Puisque cette jeune femme, en fait, elle aurait dû mettre cet argent de côté pour payer son premier loyer, ce qu'elle n'a pas fait. Et Jean Alouche dit, la pratique de l'analyse, c'est aussi une capacité qu'on peut avoir à s'adresser à la liberté d'autrui. Puisque, justement, ce père-là n'est pas un éducateur ou c'est pas un pédagogue qui lui dit « fais attention, mets de l'argent de côté », qui normalise un peu les choses. Il lui dit « écoute, c'était ton désir, fais en sorte que ce désir te donne de l'élan vital pour faire autre chose et tu verras. » Voilà. La vie, c'est aussi un risque, d'une certaine façon. Je trouvais cette histoire assez belle. Elle est très belle, oui. C'est une très belle histoire. Alors,
je ne sais pas pourquoi j'associe là-dessus, mais peu importe, puisqu'on est quand même dans cette notion de progrès, je sais que, et sûrement vous vous posez toutes ces questions-là, parce que tout le monde se les pose aujourd'hui, jusqu'à quel point ces nouvelles pratiques des corps, ces nouvelles recompositions des architectures corporelles, est-ce que c'est un progrès ou une régression? Parmi les psychanalystes, on est très divisés sur cette question-là. Beaucoup de psychanalystes crient que c'est des choses absolument abominables qui sont en train de se passer, qu'on est avec des humains qui sont modifiés, que les termes d'hommes et de femmes qui sont tellement organisateurs par rapport à nos pensées, et nos pensées les plus quotidiennes, les plus habituelles, si elles deviennent floues, si elles deviennent confuses, ça va créer des enfants qui vont avoir une vision très très confuse du monde et qui ne vont pas pouvoir se déterminer eux-mêmes par rapport à leur propre identité. Donc on fait surgir quand même tout un tas de terreurs autour de ces questions-là. Et je pense que c'est important de pouvoir en débattre et de pouvoir y réfléchir calmement. Moi, depuis 5 ou 6 ans maintenant, j'ai une pratique clinique quasiment entièrement orientée vers des personnes transidentitaires. Donc, je vois bien quels sont ces parcours, quels sont ces trajets, quelles sont les avancées, quelles sont les éventuelles confusions qui peuvent que la relation avec eux peut générer. Enfin, tout ça c'est une pratique. Mais je vois aussi ce qui se passe à une échelle beaucoup plus grande. Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle? Quelle est la catégorie et le signifiant que toutes ces nouvelles dictatures sont en train d'effacer? C'est celui-là. La première chose qu'ont fait Trump et Musk, c'est d'éradiquer la question transidentitaire. C'est de leur retirer tous droits sociaux, c'est de leur retirer la possibilité de travailler, c'est de retirer aux universités toutes les recherches qui portent sur ces sujets-là, et ça s'est fait en 15 jours. Criminaliser les parents qui font ça pour les enfants, c'est criminaliser les parents, tout à fait. C'est-à-dire, c'est une véritable tentative d'effacement de ce mouvement dans lequel nous sommes, et qui est, encore une fois, la transidentité. Ça considère très peu de gens, hein. C'est 0,5% d'une population, même pas. Donc ça ne met pas en danger l'ordre. C'est pas 0,1% d'une population qui met en danger cette population. Il faut être raisonnable. C'est le concept même, c'est l'idée même que puisse être relativisée cette question intangible de la différence des sexes. Et si elle est relativisée, ça veut dire qu'on relativise aussi la complémentarité naturelle des hommes et des femmes, et évidemment la supériorité des hommes et des hommes sur les femmes par rapport à cette complémentarité. C'est cette question-là qui est en jeu. Alors, je porte votre attention là-dessus parce qu'on peut, encore une fois, discuter les trans, hein, jusqu'à quel point, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Mais par contre, la question que ça soulève par rapport aux organisations des sociétés, eh bien, tous les nouveaux tyrans ne s'y trompent pas. Vous allez chez Poutine, vous allez chez Orban, vous allez chez Trump, les premières choses qu'ils mettent en place, c'est d'éradiquer la question trans et le personnage du trans comme étant porteur de cette subversion. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont été voir le film qui était projeté hier, Soylent Green, Soleil Vert, que je n'avais pas vu depuis 50 ans, et qui nous présente la société. Le film est censé se passer en 2022 quand même, hein, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est un film qui a été fait en 1970. Et on voit l'évolution de la société. Alors on voit des choses qui sont sidérantes. On voit le réchauffement de la planète et le fait qu'il fait 45 degrés à New York et que New York est surpeuplé et que les gens vivent entassés les uns avec les autres et que pour survivre, on finit par transformer, par donner la mort aux personnes âgées et transformer leur corps en nourriture pour la population qui manque de nourriture. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas cette histoire dont je me souvenais, c'est le sort des femmes dans cette société de 2022. Ben, les femmes sont devenues des éléments d'ameublement. Et on les appelle des meubles. C'est-à-dire que quand vous louez un appartement, eh ben, vous louez la femme qui va avec l'appartement et qui est dans un très joli nuisette en satin rose et qui attend le futur propriétaire. Et ben, je me suis dit, en voyant ça, je pense que Trump, il rêve de ça. C'est-à-dire que toutes ces femmes, elles ressemblaient aux nombreuses femmes de Trump, elles étaient habillées pareil, et coiffées pareil, et maquillées pareil. Et je me dis, il doit rêver d'un monde comme ça, où enfin chacun retrouverait sa place. Enfin, les talibans, si Trump l'a rêvé, les talibans l'ont fait. Oui.
Absolument. Donc, enfin, là, pour associer sur ce que tu dis, en fait, la violence systémique ou la violence d'État en lien avec ces questions trans, en lien avec les femmes, etc., c'est que cette violence-là, à mon avis, est probablement à la mesure du danger que ça représente. Parce que sinon, ça ne serait pas aussi violent. C'est-à-dire que, pourquoi il y a une telle... Tout d'un coup, c'est vrai que dans l'un des premiers décrets, il y avait quand même des choses plus importantes, me semble-t-il, notamment le prix des œufs, par exemple. Mais parmi les premiers décrets, ils décrètent ça. Ils décrètent, il y a maintenant, on arrête de parler on arrête de mettre du trouble dans le genre, et on dit, il y a du féminin et du masculin. C'est fini. Le reste, ça n'existe pas. Mais en fait, bon, d'abord, la disparition de certains mots, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a des listes maintenant dans les États fédéraux, etc., ou dans les programmes de recherche, il y a la disparition de certains mots, dont, surprise quand même, le mot femme. Voilà. Lacan l'avait dit, la femme n'existe pas. Oui, enfin, c'était pas exactement la même chose. Bon, enfin, en tout cas, tout ça pour dire que c'est que probablement il y a un danger. Il y a un danger. Si c'est à ce point, si on est à ce point dans des mesures d'effacement, d'éradication, d'aménagement, d'ameublement derrière des vêtements des femmes, c'est que probablement il y a quelque chose qui viendrait là faire bouger un ordre social, patriarcal, de privilèges, etc. Sinon, ce ne serait pas aussi violent. On ne s'intéresserait pas à ce point-là, à ça. Voilà. Et je pense que la psychanalyse, à mon avis, elle est née, alors si je reviens un petit peu à l'époque freudienne, elle est née aussi à un moment de bouger ou je ne sais pas si je peux dire trouble, mais enfin en tout cas de problématisation de la question de la femme et du féminin au moment où Freud invente la psychanalyse. Il est question de ça en fait. C'est-à-dire que Freud invente la psychanalyse à partir des questions que lui posent les femmes. Et donc c'est quand même intéressant de revenir à cet endroit-là, c'est-à-dire que effectivement, à l'époque, dans les débuts du XXe siècle, il y avait les mouvements féministes qui commençaient à se faire entendre, les suffragettes en Angleterre, enfin il y avait beaucoup de mouvements et Freud était très attentif à ça. Lacan a été très attentif au mouvement du MLF dans les années 70 en France. Donc en fait, la psychanalyse, elle n'est jamais très loin des types de subversion que peuvent aussi amener les questions, pas forcément les femmes, parce qu'il y a des hommes qui s'intéressent aussi aux questions féministes, mais n'est jamais très loin des questions de subversion qui touchent justement aux constructions du féminin et du masculin, parce que c'est ça le bouger en fait de cette subversion-là. Enfin. Je voulais terminer par évoquer une autre figure. C'était très intéressant, Serge Effez, vous racontiez justement la capacité qu'a la psychanalyse à faire des pas de côté et comment on fait coexister aussi des gens très différents, mais des gens aussi qui vous libèrent. Et dans le dialogue, Laurie Lofer et Serge Effez, vous parliez justement du genre comme la capacité à donner, à poser une question et non une réponse. Il me semble que, vous le dites Laurie Lofer, que le genre est une question et non une réponse. Et ce qui est absolument fascinant aussi dans la psychanalyse, c'est cet espace de liberté qu'il propose. Et je voulais évoquer la figure de François Roustan, qui avait écrit la chose suivante, je le cite, « Le plus grand plaisir encore est de ne pas trouver de réponse aux questions que l'on se pose, car s'ouvre alors le grand espace bouillonnant de la vanité des réponses, territoire toujours vierge, toujours accueillant, toujours paisible où l'on peut sommeiller ou dormir, attendant le réveil somptueux de quelques rêves. » Et on va entendre la voix de François Roustan nous parler à la fois de l'analysant, du thérapeute et de la recherche d'une parole à un moment donné qui va complètement vous libérer. C'est l'espace que l'on trouve quand on laisse venir n'importe tout et n'importe quoi. Quand on n'a plus de visée, quand on ne cherche plus et que l'on attend l'on attend d'être trouvé, que l'on attend de laisser venir. Mais est-ce que ça n'est pas précisément ce que fait un analysant quand il s'allonge sur le divan, ça ? C'est exactement ce que doit faire ou ce que devrait faire un analysant, ce qu'il fait. Et s'il le fait, la psychanalyse ne durera pas longtemps. Parce que à ce moment-là, tout va s'ouvrir en lui sans retenue.
C'est Perrier qui disait, au fond, au cours de quelques années de psychanalyse, on a un quart d'heure ou une demi-heure de liberté de parole. Mais si jamais on lâche vraiment la parole, au sens où on ne sait plus du tout ce que l'on dit, à ce moment-là, c'est vraiment des torrents de vie qui s'ouvrent. En somme, une parole libre est une parole sans gouvernail. C'est ça, une parole sans gouvernail. Une parole qui ne peut plus être contrôlée d'aucune façon et qui n'a pas de sens. Qui est une parole folle. Je pense que l'état hypnotique a quelque chose à voir, justement, avec une folie expérimentale. Et en ce sens-là, c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. Il y a une qualité que doit avoir un thérapeute, c'est d'acquérir une sensibilité, pas une sentimentalité, mais une sensorialité. C'est le mot de Keats, délivrez-nous des idées, donnez-nous des sensations. C'est quelque chose de tout à fait fondamental. Et que si la formation consistait à apprendre à percevoir, apprendre à soupçonner, apprendre à sentir, ce serait, à mon avis, suffisant. Parce que c'est à travers ça que l'on peut aider quelqu'un, et même quelquefois lui dévoiler là où il en est. Parce que très souvent, un patient croit qu'il vit telle et telle chose, croit qu'il sent, alors qu'il est en train de vivre toute autre chose. Et c'est au thérapeute à éveiller en lui une autre forme de sensorialité. François Roustan, de dire éveiller en l'autre une autre forme de sensorialité, c'est quand même une phrase quand même assez belle et qui va dans cette idée aussi de progrès, de voir différemment, de faire aussi des pas de côté pour vivre et sentir différemment. Oui, alors je vous remercie beaucoup de passer cet extrait. Tu as eu Jean Alouche et moi j'ai François Roustan. François Roustan est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant des années, à qui je dois beaucoup. Sans doute la personne qui m'a fait le plus avancer et dans ma pratique et dans ma démarche personnelle. Et c'est quelqu'un qui lui aussi avait beaucoup avancé dans sa vie, puisqu'il a commencé par être séminariste et se destiner à une vocation religieuse. Puis il est sorti de ça, il a rencontré Lacan, il a travaillé la psychanalyse et il a été d'abord un des plus proches de Lacan, puis un de ses plus farouches opposants quand il s'est rendu compte que les institutions que créait Lacan, en fait, étaient des institutions qui aliénaient les membres plutôt que de leur permettre une inventivité et une créativité. Il a écrit 2 livres à ce moment-là, Elle ne le lâche pas et Un destin si funeste, qui ont été des véritables brûlots par rapport à ces organisations lacaniennes. Puis il a rencontré une thérapeute, Judith Fleiss, qui pratiquait l'hypnose, et ça a été une transformation énorme pour lui. François était quelqu'un qui était un petit peu à côté de son corps, et je crois que ça l'a remis dans son corps à lui, et que ça lui a permis de travailler avec tous les thérapeutes en formation qu'il a formés, dont moi, aussi sur cette dimension du corps. Au fond, ce qu'il cherchait à concilier, je dirais, c'était une vision un peu, on pourrait dire, classique de l'individu, une vision aristotélicienne, par exemple, c'est-à-dire la notion de progrès, justement, et le connais-toi toi-même, et qui infiltre évidemment beaucoup la psychanalyse, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire d'arriver à une espèce de représentation de soi, de narration sur soi. Mon papa ceci, ma maman cela, mon frère, la rivalité, etc. Encore une fois, tout ce théâtre oedipien, et que plus on avançait dans cette connaissance de soi, plus finalement on se libérait et on était désaliéné. Il dirait, ça n'est qu'une petite partie de la vérité, et lui, il pouvait aussi se référer aux sciences plus orientales, où le connais-toi toi-même n'a aucun sens pour un oriental. Ce qui importe pour les philosophies orientales et les modes de thérapie orientale, c'est cette question du corps, c'est-à-dire c'est être. C'est trouver l'essence de soi-même, c'est trouver la sensation d'être avant même de penser. C'est de sortir de tous ces schémas cognitifs dans lesquels on ronronne très facilement pour se remettre au niveau de la sensation même d'exister. Et on voit bien que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup nos contemporains, hein, depuis les pratiques de la méditation, du yoga, etc. Qu'est-ce que cherche tout le monde aujourd'hui à travers ça? C'est de déconnecter les processus intellectuels, c'est de déconnecter la raison, c'est de se retrouver
comme un être flottant dans l'univers, faisant partie de cet univers et existant simplement au niveau de ce corps, retrouvant finalement ce corps, et on retrouve peut-être ce que vous disiez par rapport à Foucault tout à l'heure, c'est-à-dire c'est débrancher les processus intellectuels. Et je crois que Roustan, il a vraiment réussi, avec beaucoup de brio, à maintenir ces deux niveaux, parce que c'était un intellectuel, un philosophe, et que de toute façon, il ne pouvait pas débrancher cette pensée-là, mais à partir du corps. Par exemple, j'ai appris de lui des choses très simples, c'est-à-dire que si j'ai un patient en face de moi qui est assis sur son fauteuil, moi je ne pratique pas d'hypnose formelle, mais l'hypnose en tant que réintégration du corps est pour moi quelque chose d'important. Donc, si j'ai un patient en face de moi qui me dit ah oui, alors j'ai revécu une scène, c'était terrible, et ma mère m'avait donné une gifle parce que j'avais fait ceci ou cela, et je lui en voulais beaucoup, j'avais envie de lui donner des coups de poing. Bon. Qu'est-ce que j'entends à ce moment-là? J'entends évidemment la scène qu'il a ressassée 3000 fois. J'entends le fait qu'il est à côté de cette scène. Je lui dis, attendez un moment, alors installez-vous, mettez vos pieds comme ça sur le sol, vous sentez le fauteuil sur votre dos, vous sentez l'appui du fauteuil sur votre dos, vous sentez le sol sur lequel reposent vos pieds. Donc oui, et là je sens que quelque chose se détend un peu du côté du corps, et je lui dis, maintenant racontez-moi la scène. Et à ce moment-là, j'entends que sa voix se transforme. C'est-à-dire que sa voix devient pâteuse. C'est plus la voix très claire qui raconte l'histoire, c'est quelqu'un qui s'est remis dans son corps et qui s'est remis dans cette situation. Donc, voilà, je crois que, de fait, dans ce moment d'intellectualisation absolue dans lequel nous nous mettons pour déchiffrer notre propre existence, retrouver cette existence du corps est une chose extrêmement importante. Ce qui fait dire que le titre de notre table ronde, qui était « Quel progrès dans les têtes », pourrait être aussi « Quel progrès dans les corps ». Complètement. Et dans les pieds. Oui. La tête et les pieds. Rostand me disait toujours « pense avec tes pieds ». Merci beaucoup, Laurie Laufer, Serge Effès. Je vais proposer au public de vous poser quelques questions. S'il le souhaite, il y a un micro qui devrait parvenir à vous. Oui, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Soit pour Serge Effès, soit pour Laurie Laufer, soit pour les deux. Bonjour. Mais alors, avec Malaise dans la civilisation, on va dire que Freud était un peu prémonitoire vers quelque chose, une vague de barbarie incroyable. Et aujourd'hui, donc, avec ce retour de la barbarie, on s'attend à la même chose? Alors, je ne sais pas s'il prédisait quelque chose. En tout cas, il avait une analyse de son temps qui était particulièrement aiguë. En 29, quand il écrit Malaise dans les civilisations en 1929. Donc l'Europe est déjà très secouée par ce qui va arriver. Cette phrase de 38 que je vous ai citée tout à l'heure, c'est en 38, au moment donc, où il va bientôt être exilé à Londres avant de mourir. Mais ce qui est tout à fait intéressant dans Malaise dans la civilisation, c'est qu'il donne trois raisons de la souffrance de l'humanité. Il dit, en fait, on souffre parce qu'on a un corps qui vieillit. Voilà. Donc on est en 29, il est très malade, il a un cancer, donc il est sans doute très absorbé par son propre corps, justement. Donc on souffre de ça, voilà, parce qu'en fait chaque jour on vieillit un peu plus. Il emploie le terme traduit, c'est décrépitude. Alors je ne sais pas si c'était bon, enfin bref. La deuxième raison, c'est des raisons de catastrophes naturelles. On souffre parce qu'à un moment donné, il y a des tremblements de terre, des ouragans, etc. C'est intéressant. Et troisième raison, on souffre à cause des liens violents entre les personnes. Et donc, il se dit, il est perplexe sur cette troisième raison. Parce qu'il dit, bon, la première, il y a des progrès médicaux, il y a des choses qu'on peut faire.
la médecine peut repousser la douleur, apaiser l'angoisse de la douleur, etc. Donc il dit, voilà, il y a des choses qui peuvent être faites. Pour les catastrophes naturelles, bon, là, je ne sais pas s'il avait raison, mais enfin en tout cas, il pouvait dire que le progrès technologique était aussi pour une façon de domestiquer la nature furieuse, quoi. Bon. Et il dit que pour la troisième raison, eh bien, les questions se posent encore. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, enfin le sui generis, hein, l'humanité, est poussée à détruire l'humanité? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait? Et il répond en 1938 à une question que lui pose Albert Einstein, qui sombre, qui est dans une dépression terrible, quand il apprend ce que va devenir son invention. Hein, et un petit texte entre Freud et Einstein, si ça vous intéresse, je trouve que c'est une suggestion de lecture que je trouve très intéressante. C'est 2 lettres. Albert Einstein pose à Freud la question « Pourquoi la guerre ?» Bon, on pourrait distribuer ça aujourd'hui au G7, enfin bon bref. Et donc, et Freud lui répond, ben en fait, il y a une espèce de poussée de destructivité qui fait que les hommes sont d'abord envahis par des pulsions de mort, pour des raisons. Alors il parle de narcissisme de petite différence, c'est-à-dire que pour affirmer sa propre identité, on a besoin de détruire celui qui est à côté, comme ça on se sent plus puissant. Il donne comme ça des petits éléments de réponse, mais ça ne le satisfait pas. Et c'est pour ça que dans Malaise dans la civilisation, à la fin de son texte, il dit « Qui peut prévoir l'issue du combat entre Eros et Thanatos ?» Il ne répond pas. Il dit juste que c'est important de se poser cette question. Déjà, rien que de se la poser, c'est prendre un petit peu de la mesure de la complexité de l'affaire, quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et les psychanalystes répondent très peu aux questions, hein. Moi, j'ai une question en lien avec ce que vous venez de dire. Le psychanalyste a un rapport avec la réalité à travers ses patients. Et là, vous êtes en train de parler de ce qui provoque les guerres, tout ça. Et moi, je me demandais comment vous voyez ce qui vient à la réalité aujourd'hui, c'est-à-dire les abus qu'on connaît dans le clergé, dans l'enseignement, et la façon dont sont traitées les femmes, les féminicides, tout ça. Puisque là, les gens ne viennent pas demander, les gens qui sont pervers et qui font souffrir l'humanité, ils ne viennent pas chez vous. Et comment vous voyez votre place par rapport à cette émergence des abus? Pardon, juste, oui. Pas forcément les personnes qui abusent, mais les femmes qui sont abusées ou qui sont violentées viennent souvent d'ailleurs. Enfin, souvent, viennent. Mais là, la question, je te laisse répondre Serge, mais là, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que ça se répète? C'est ça que pose Freud. C'est-à-dire que la question du progrès, c'est comme ça qu'on a commencé. Une femme qui dit, vous allez être fière, j'ai progressé, je ne suis plus dans quelque chose. Mais en fait, la question des violences conjugales, comme on dit aujourd'hui, ou la violence de genre, c'est bien, il y a une espèce de point de rencontre entre une disposition psychique de chacune des personnes qui sont liées et un dispositif social qu'est le couple, qu'est la famille, où il y a des normes sociales. Donc c'est ce point de rencontre qui est intéressant à travailler. C'est pas simplement de dire elle est passive, elle se laisse faire, ou il est pervers et il abuse. Il y a toujours une complexité. C'est-à-dire qu'est-ce qui permet aussi à ces personnes, quel type de dispositif social permet aussi, c'est systémique, quoi. Quel système permet aussi qu'il se passe ce genre de choses et qui se répète. Parce qu'on aura beau dire à une femme « quitte cet homme violent », ok, elle le quitte, elle prend ses enfants, elle le quitte, tant mieux, ça la sauve. Mais il se trouve que dans ma clinique, j'ai reçu des personnes, des femmes, qui s'étaient retrouvées dans des situations, qui s'étaient retrouvées dans ce type de situation de maltraitance ou de violence. Donc la question, c'est la question de la répétition. Et tout d'un coup, qu'est-ce que cette femme va rejouer, mais dans un dispositif. Elle n'est pas la seule, elle n'est pas évidemment responsable de ça. La question n'est pas de savoir qui est responsable, c'est de complexifier cette affaire-là. Oui, tout à fait. Et alors,
ce qui fait qu'on le voit et qu'on en parle aujourd'hui, c'est pas que ça s'est mis à exister il y a 2 ans, hein, c'est que ça a toujours été comme ça, depuis la nuit des temps, que les femmes ont été battues, que des enfants ont été violés. C'est comme ça depuis que l'humanité existe, et simplement, enfin, aujourd'hui, ça commence à apparaître et on commence à en parler. Et quand on soulève un petit coin de la couverture, on est absolument horrifié parce qu'on voit à quel point il s'agit de quelque chose de systémique. On voit à quel point les abus d'enfants dans l'Église, ils existent depuis toujours, et à quel point c'est consubstantiel à l'Église elle-même, ces viols d'enfants. Donc on peut être absolument horrifié par ça, parce que, et qu'est-ce qui nous horrifie tant ? C'est qu'on n'a pas voulu le voir. C'est ce qu'on appelle le déni. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, tout le monde savait que ça se passait, puisque les enfants violés, ils savaient bien qu'ils avaient été violés et que ça pouvait se répéter d'une génération à une autre génération. Mais le déni, car c'est un mécanisme psychique qui est fondamental par rapport à l'œuvre de Freud, qui est « je sais bien, mais quand même ». C'est ça le déni, c'est-à-dire c'est savoir et ne pas savoir. C'est créer à l'intérieur de soi des murs entre une chose que l'on sait et une chose qu'on refuse de savoir. Et de temps en temps, il y a le voile qui se déchire un petit peu entre ces deux parties de soi, mais le plus souvent, ça reste étanche, et c'est ce qui fait que, effectivement, des personnes qui ont été abusées, 20 ans ou 30 ans après, tout à coup, soulèvent ce voile et retrouvent l'intensité émotionnelle de ce qu'elles ont vécu. La question, alors pour un psychanalyste, parce qu'effectivement des personnes qui ont été abusées, des personnes qui ont été abusées, on en rencontre très souvent et tous les jours, c'est comment, enfin à mon sens, remettre quelqu'un dans la dynamique de sa propre histoire, le remettre en mouvement dans sa propre histoire, sans qu'il ait le sentiment d'être coupable ou d'être responsable, mais c'est quand même sortir de la position victimaire. Parce que la position victimaire est quelque chose qui empêche d'avancer. Certes, ils ont été victimes, certes, il faut reconnaître cet aspect victimaire de leur histoire, mais pour qu'ils puissent espérer se remettre en mouvement, il faut les aider d'une certaine façon à sortir de cette position. Et je voudrais juste ajouter par rapport à ce que dit Serge, évidemment, qui est important, c'est que la question du vocabulaire et des mots est extrêmement importante. Pourquoi je dis ça ? Parce que le terme de femme battue n'existe plus. Et c'est important que ça n'existe plus. Parce qu'en fait, on parlait des violences sur les femmes en disant, en fait, si elle est battue, c'est une vraie violence. Sauf que maintenant, on parle de violence conjugale. Par exemple, les violences conjugales, c'est pas simplement de voir une femme arriver avec un œil au beurre noir. C'est pas ça la violence. C'est pas que ça la violence conjugale. C'est la violence économique, c'est la violence sexuelle, c'est la violence psychologique. C'est en cela que le fait qu'on change des mots produit aussi la possibilité pour une personne de parler d'une réalité dont elle ne pouvait pas parler parce que les mots étaient trop restreints. Donc, ça a changé dans la loi même, hein, de dire qu'en fait, on ne parle plus de femmes battues. Et de parler de la violence du lien, c'est que précisément dans ce lien, il y a bien plus autre chose que les coups et les blessures. Et ça, c'est important. C'est pour ça que, quand on évoquait tout à l'heure, dans les pays totalitaires ou autoritaires, la disparition de certains mots, ça n'est pas sans conséquence. C'est très important aussi. Parce que c'est avec ces mots-là que quelqu'un peut nous raconter son histoire et réintégrer quelque chose de son récit. Donc voilà, je voulais ajouter cette affaire-là parce que la question de la violence, c'est pas simplement la question des coups, quoi, hein, c'est une question qui est bien plus intrafamiliale. Un enfant n'est pas forcément battu, mais il est disqualifié, il est humilié, il est forcé, il est plein de choses. Voilà. Et donc ça, d'ouvrir ces mots-là pour ces enfants, c'est aussi... Si on demande à un enfant, est-ce que tu as été battu ? Il peut me dire non. Et en fait, il aurait raison. Parce que si ce n'est pas le cas. Si je demande à une femme, est-ce qu'elle a été battue par son mari ? Elle peut me dire non, il ne m'a pas battue. Mais en fait, il fait bien pire que ça, si je puis dire. C'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Mais c'est bien plus important que ça. Donc ouvrir les mots, c'est aussi ce que permet, me semble-t-il, une certaine pratique d'une psychanalyse libre, qui intègre des mots nouveaux,
qui ne se laisse pas uniquement orienter ou ordonner par des vocabulaires que l'on sait. C'est ça le caractère un peu subversif de cette pratique de liberté. Y a-t-il une dernière question dans le public ? Oui. Merci également de ce qu'on vient d'entendre. La question qui a été posée, c'était à la base, quel progrès dans les têtes ? Et on l'a vu sous le prisme de la psychanalyse. Et puis effectivement, on a parlé à la fin de François Roustan avec l'hypnose. Et moi, je me posais la question, quel progrès dans les têtes ? À travers, sous le prisme, on fait des nouvelles approches, que ça soit l'approche TCC, ACT, EMDR, systémie familiale et autres. Voilà, pour moi, c'était une question aussi que je voulais avoir. Je voulais avoir votre avis, même si je sais que vous êtes plus dans la psychanalyse. Voilà, merci. Oui, encore une fois, comme vous avez entendu, moi je suis aussi un thérapeute familial, ça fait 40 ans que je reçois des familles avec une approche systémique de la famille. Donc encore une fois, les approches peuvent être multiples, mais je dirais que pour moi, il y a deux catégories de thérapie, celles qui prennent en compte le thérapeute comme partie intégrante du système en présence, que ce soit une famille, un couple ou une personne, c'est-à-dire qu'il y a co-création avec un patient d'une nouvelle forme qui est ce lien qui se crée avec le thérapeute et que c'est l'éclaircissement, l'analyse progressive de ce lien réciproque. On peut l'appeler transférentiel, contre-transférentiel, on peut l'appeler de plein de façons, mais que c'est la conscience du côté du thérapeute, bien sûr, de tout ce qui est projeté dans ce lien par l'autre qui va lui permettre de se délier de ses aliénations antérieures. C'est, pour moi, je dirais, l'essence même de la psychothérapie. C'est cette prise en compte et cette implication du thérapeute, quelle que soit sa technique et quelle que soit sa méthode. Maintenant, il y a des thérapeutes qui fonctionnent tout à fait autrement, sur un modèle comportemental, qui vont coter des comportements, qui vont amener à apprendre à se déprendre et se défaire de ces comportements. Et je pense qu'ils aident à leur façon tout à fait les patients qui s'adressent à eux, et j'ai le plus grand respect pour leur pratique. Mais je dirais que, en tout cas pour moi, ce qui fait la richesse de mon travail, c'est quand même ce travail de lien et de relation, parce que, comment dire, c'est aussi sur le plan éthique, je trouve que c'est important, parce que les gens qui viennent voir, ils ont souffert de ça, tous. Ils ont tous souffert d'un lien trop distant, trop intrusif, d'une emprise, d'un abandon, des choses comme ça, et que c'est important de remettre ça en chantier et en circulation, il me semble. Et ce n'est pas nécessairement exclusif. C'est-à-dire que de plus en plus, on parle de psychologie intégrative, par exemple. Dans les formations de psychologues qu'on a à l'université, il y a de plus en plus d'approches dites intégratives. Ce n'est pas nécessairement exclusif, ce n'est pas exactement la même méthode, ce que vient de dire Serge. Donc c'est vrai que de prendre en compte, si un thérapeute qui est formé à l'EMDR prend en compte aussi le lien qu'il a avec le patient ou la patiente et la façon dont cette patiente ou ce patient répond à ce lien-là, je dirais qu'il est pris dans une forme d'analyse de son propre transfert. Et pourquoi pas ? Mais ce n'est pas exactement les mêmes façons d'aborder les choses. Voilà. Ce n'est pas exclusif, ça peut être tout à fait... Enfin, moi, je ne suis pas du tout... je serais quand même, avec tout ce que j'essaie de travailler, mal placé pour dire que je suis dogmatique à une psychanalyse pure. D'ailleurs, Freud... pardon, vous voyez... D'ailleurs, Freud lui-même disait qu'il faisait la différence entre ce qu'on appelait l'or pur de la psychanalyse et le cuivre de la psychanalyse, en disant mais c'est des alliages, il faut mélanger les alliages. Il y a un moment, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il le disait au moment de la Première Guerre, quand il écrit Actuel sur la mort et le deuil, on est en 1915-1916, il dit qu'il y a des moments traumatiques où en fait la pratique de la psychanalyse pure ne peut plus être pensée comme ça. C'est intéressant. C'est-à-dire que quand il y a
des traumatismes sociaux qui sont importants, alors qui ont des effets évidemment sur des personnes, sur des singularités, il y a des bougées aussi dans la pratique. Merci beaucoup, Laurie Lefer, Serge Geffez. J'envoie à vos différents ouvrages que vous pouvez retrouver à la médiathèque, notamment le dialogue, extrêmement accessible, extrêmement construit, question de genre, un dialogue entre vous deux. Laurie Lefer vers une psychanalyse émancipée, renouée avec la subversion, et votre nouvel ouvrage qui sort à nouveau aux éditions de la Découverte. Serge Geffez, merci. Je rappelais notamment Transition, réinventer le genre. On a la possibilité aussi de vous rencontrer après pour une séance de dédicace. Merci à vous et bonne lecture.